Si on regarde maintenant l'option matériaux, toujours dans la même fenêtre des paramètres de ferraillage qu'on est en train de définir dans la librairie de ferraillage. Donc, vous avez ici l'option dite dans le modèle de la structure. Ça veut dire que le matériau adopté pour le ferraillage, donc lors du ferraillage, va être le même que celui qui est adopté ici. Sinon, on a le choix de pouvoir faire le calcul du ferraillage en adoptant un autre matériau. Et à ce moment-là, vous devez enlever le juste qui est là. Et là, vous précisez par exemple que vous voulez un autre matériau. Donc, on peut mettre le C3545 par exemple. Vous allez avoir ici automatiquement la résistance. Et puis là, vous allez avoir le poids volumique. Vous pouvez gérer la classe du ciment, la classe de la structure. Et là, on peut venir mettre la classe des armatures. Donc là, c'est juste le grade des armatures qu'on utilise pour le ferraillage. Donc c'est un acier à haute adhérence. Nous, ce qui nous importe, c'est principalement que ce soit la résistance caractéristique, donc qui est bien définie ici. Donc c'est vrai que dans la plupart des cas, moi je vous conseille d'avoir le même matériau utilisé pour le calcul qui a été fait ici qu'avec le calcul ferraillage, d'accord. Mais il y a des fois où on a besoin de tout simplement considérer dans le ferraillage un calcul avec un matériau qui est différent, d'accord. Bref, donc je vais mettre ça comme ça. Et puis là, si on passe au paramètre ELS, donc c'est quoi ELS? C'est l'état limite de service. Donc c'est un critère de service qui est encore plus important que le critère de l'ELU. L'ELU, c'est le critère de résistance de rupture. Donc c'est un critère qui se base sur un critère de résistance et que si jamais on dépasse le moment ultime, alors là il y aura des problèmes. Alors que le LS est encore plus important parce que ce sont des charges de service de tous les jours. Et puis il y a plusieurs critères au niveau du service. On a la fissuration, la flèche et la vibration. Dans Robot, on est capable d'aller chercher la fissuration et la flèche. Et vous remarquez ici, donc, l'étendue des calculs, est-ce que je veux quand même chercher la fissuration, oui ou non? Si je fais ça, je peux ne pas considérer la fissuration. Et si je fais ça, je peux ne pas considérer le calcul de la flèche. Donc, Robot est capable de calculer les ouvertures des fissures plus les flèches. Et puis, vous avez ici deux options qui sont en fait des corrections du ferraillage. Ça veut dire quoi? Vous avez ici des entrées qu'on peut mettre concernant les ouvertures de fissures. Et là, une entrée qu'on peut mettre concernant la flèche. Et lorsque je viens dire à Robot que voilà, il faudra que tu me corriges le ferraillage de sorte à ce que, au niveau fissuration, je n'atteins pas une valeur qui est plus grande que ça, il va faire en sorte d'augmenter le ferraillage de sorte à ne pas dépasser ces valeurs qui sont là. Ça, c'est la valeur pour tout ce qui est dans la nappe, la fissuration, l'ouverture des fissures pour la nappe supérieure, donc au niveau supérieur, et là c'est l'ouverture des fissures pour tout ce qui est inférieur. Évidemment, il va travailler en respectant les classes d'exposition qui sont présentées ici. Donc si j'enlève ça, il va faire le calcul tout court, sans augmenter le ferraillage. Pareil ici. Donc il va corriger le ferraillage, il va augmenter le ferraillage de sorte à ne pas dépasser une flèche que je précise ici. Donc je vous conseille de ne pas cocher ces deux options qui sont là. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Je vous conseille toujours de prendre les résultats RDM ou bien les résultats sortis du modèle et d'ajuster vos résultats en fonction des résultats obtenus. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de flèche, vous savez bien que la flèche dépend de la portée. Donc, si j'ai plusieurs portées dans mon modèle, je peux pas quand même me baser sur une seule flèche, d'accord? Donc, je peux pas venir mettre juste une seule flèche. Donc, je vous conseille toujours de regarder les résultats et d'avoir un sens, donc un jugement propre d'ingénieur et que vous réglez vous-même les problèmes. Pour la fissuration, pareil, il va peut-être augmenter le ferraillage d'une manière qui n'a pas de sens, d'une manière qui est vraiment très très grande. Et puis à la place de faire ça, on aurait dû par exemple augmenter l'épaisseur de la dalle de 5 cm au lieu d'augmenter le ferraillage d'une manière qui est vraiment inadmissible. Pareil pour la flèche, on aurait dû quand même éviter d'avoir un ferraillage qui est énorme parce qu'on est venu corriger le ferraillage ici, au lieu de venir tout simplement, par exemple, augmenter l'épaisseur de la dalle pour éviter une flèche qui dépasse la flèche limite. Et n'empêche que aussi, ce sont des cas pour toutes sortes, donc c'est une valeur qui s'applique pour tous les éléments de votre modèle.
des dalles, je veux dire. C'est pas quand même normal parce que vous avez plusieurs directions, plusieurs portées et par conséquent plusieurs flèches admissibles. Donc c'est cas par cas et les choses vont changer d'un sens à un autre. Donc voilà. Donc juste ici, je vous conseille de ne pas cocher ces deux options qui sont là et de regarder vous-même. Donc faites le calcul fissuration et le calcul flèche, mais de regarder vous-même les résultats sans devoir quand même augmenter automatiquement le ferrayage en respectant les valeurs qui sont là et évidemment les classes d'exposition qui sont là parce que il y aura quand même un calcul qui va se faire par une machine et non pas par un ingénieur et des fois on risque d'avoir des résultats qui sont vraiment très très grand et puis inadmissible au lieu de quand même économiser d'une manière qui est beaucoup plus logique en augmentant par exemple l'épaisseur de la date de 5 cm. Donc voilà. On avait dit dans la leçon précédente qu'il vaut mieux quand même ne pas compter sur les boutons qui sont là parce que le fait de dire que j'ai une flèche absolue, c'est quand même pas très consistant, pas très cohérent, vu qu'on a des flèches qui sont variables, tout dépend de la portée de nos éléments. Donc ça change d'un endroit à un autre, et vaut mieux ne pas quand même généraliser, et ni de laisser quand même donc le logiciel ajuster par lui-même le ferrayage. Donc voilà, je vous conseille de ne pas utiliser ces deux options. Ensuite, vous avez en bas, pour le calcul de la flèche, on prend en compte l'âge du béton au chargement. Et donc, vous savez bien que plus on tarde à charger le béton, plus on va avoir une flèche qui est plus petite. Et plus on charge donc très rapidement le béton, plus on va avoir une charge qui est plus grande, parce qu'après vous, qu'il y a le phénomène du fluage qui se développe au niveau du béton. D'accord? Donc, plus le chargement se fait à un âge précoce, plus je vais avoir une flèche qui est grande. Donc, ce qu'on peut faire, donc je viens ici mettre l'âge du béton au chargement, disons après 3 mois. Je dois aussi ajuster l'humidité, donc ça rentre aussi dans le calcul du fluage. Et puis là, au lieu de faire ça, je peux venir moi-même imposer le coefficient de fluage du béton. Vous voyez comment les deux options vont s'éteindre en haut. Et le coefficient maximal, c'est un coefficient de 2. Ça veut dire que ce coefficient est atteint en principe après 2 ou 3 ans du chargement. Par exemple, que veut dire en fait le numéro 2? Par exemple, si vous avez un déplacement, une flèche de 5 mm ou bien de 0,5 cm instantané, dans 3 ans, cette flèche va être égale à 2 fois 0,5. Ça veut dire que la flèche totale, ça va être égal à la flèche instantanée plus 2 fois, qui est le coefficient qui est là, fois la flèche instantanée. Donc c'est en fait 3 fois la flèche instantanée. C'est ça en fait la signification du coefficient du fluage du béton. D'accord? Rappelez-vous en fait que la courbe de fluage, c'est une courbe qui est exponentielle au début. Et normalement, c'est en 3 mois que j'atteins le 1, la valeur de 1. Et puis le reste est atteint via une courbe logarithmique en 3 ans. C'est une valeur de 2 au max. D'accord? Donc le 2, c'est vraiment le max qu'on peut atteindre. Et puis tout se passe en principe dans une marge de 3 mois au début. Et puis après, vous avez ici l'option du fluage en linéaire. Donc c'est quoi la différence? En principe, Robot nous permet de prendre en compte un fluage qui est linéaire. Ça veut dire il prend pas en compte la contrainte dans le béton. Et puis il prend le fluage qui est linéaire, qui est indépendant de la contrainte. Et puis cette option-là va nous permettre de ne pas prendre un fluage qui est linéaire. Il prend en compte la contrainte dans le béton. Ça veut dire que plus le béton est comprimé et plus il sera soumis au fluage. Donc ça c'est aussi donc ça dépend de votre code évidemment. Je vous laisse aller voir le code, mais je vous explique quand même toutes les options qui figurent devant nous lorsqu'on ouvre une fenêtre. Comme ça, vous allez avoir une bonne maîtrise de tous les paramètres offerts dans la fenêtre lorsque vous travaillez avec le ferrayage d'une dalle. Donc moi, je vais enlever ça, je vais mettre un coefficient qui est égal à 2, et puis là, je ne vais pas considérer la correction de ferrayage, que ce soit au niveau de fissuration ou bien au niveau de la flèche. Donc voilà. Si on regarde maintenant le bouton du ferrayage, donc, vous voyez ici, il y a un schéma qui est dessiné. Vous avez les symboles, donc D1, D1', D2, D2'. Et là, vous avez le C1 et le C2. Donc, le D1 et le D1', ce sont en fait les armatures, les diamètres des barres à considérer pour les nappes 1 et les nappes sup dans cette direction. Et le D2 et le D2', c'est les armatures dans l'autre direction. Et le C1 et le C2, donc ce sont en fait les enrobages à considérer comme la section le montre ici. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on vient déterminer quand même des armatures
Pourtant, nous, on peut avoir plusieurs types d'armature dans une même dalle. Donc, on peut avoir plusieurs diamètres d'armature et que c'est quand même pas logique de venir demander ces choses-là. Donc, quel est le but de tout cela? Tout ceci, c'est dans le but de calculer ce qu'on appelle le bras de levier au niveau des dalles. J'explique. Donc, si vous avez une dalle comme ça et que, voilà, vous avez en fait les armatures, disons, dans ce sens. Et après, vous avez aussi les armatures donc dans l'autre sens. Ça, c'est la nappe inférieure, si vous voulez. On a en fait ce qu'on appelle l'enrobage, qui est en fait cette distance-là, que je vais nommer C. Et puis, on a donc cette distance-là, qui est en fait le H. Et je peux venir dire que là, j'ai une armature donc D1. Et que là, j'ai une armature donc de D2, d'accord? Le diamètre D2. Et donc, le bras de levier, on sait très bien que le bras de levier, c'est la distance de la fibre comprimée vers l'acier étendu. Donc, je peux dire, si vous voulez, que c'est cette distance-là. Presque cette distance-là. Ça, c'est le bras de levier qui va m'aider à chercher la résistance de ma dalle. Et donc, dans ce cas-là, je peux venir dire que mon D, il sera égal, donc ça, c'est le D. Il sera égal à quoi? Il sera égal à H, moins l'enrobage, qui est le C, moins la moitié du D1 plus le D2. Donc, c'est ce qu'il veut faire, lui. Il est en train de nous demander les armatures pour avoir un peu une vue d'ensemble, bien une valeur approximée du bras de levier qu'il va devoir considérer. Il demande le C, il demande le D1 et le D2. Comme ça, il pourra avoir une valeur du D. En principe, par exemple, au niveau des zéro codes, on prend le D qui est égal à 0,9H. Donc, voilà, une approximation. Au niveau du code américain, c'est une autre approximation, tout dépend de l'épaisseur des dalles. Et puis voilà, c'est un moyen pour robot d'avoir une idée du bras de levier à considérer pour le calcul du ferrillage de votre dalle. Donc vous avez intérêt à ne pas mettre évidemment de très grosses armatures et ni de petites armatures. Donc, moi je vous conseille de mettre donc un 16 partout, donc ce qui est quand même relativement logique et acceptable. Et vous pouvez garder quand même un 3 cm au niveau de l'enrobage. Parce que rappelez-vous que le fait de jouer avec ça, surtout au niveau des dalles qui sont minces, affecte énormément les résultats. Parce que si vous mettez par exemple un diamètre 12 et un enrobage de 2, vous allez avoir un bras de levier qui est beaucoup plus grand que si vous mettiez des armatures de 16 avec un enrobage de 3. Donc vous allez avoir, dans ce cas-là, un bras de levier qui est plus petit et par conséquent, une résistance qui est plus petite que dans le cas où je mets un bras de levier qui est plus grand. Donc faites attention à ça, je vous conseille de mettre ces valeurs-là, qui sont des valeurs quand même qui répartissent l'erreur un peu partout et qui sont relativement acceptables. D'accord? Ensuite, on a ici l'option du ferrillage dans une direction. Ça, normalement, on ne touche pas. Donc, laissez ça vide, on ne touche pas. On a besoin d'avoir le ferrillage dans les deux directions. Et ensuite, ici, il vous demande la section d'acier minimal. Vous avez trois options. Soit ne pas considérer une section minimale d'acier. Ça veut dire qu'il peut venir vous mettre 0 acier, requis dans une zone particulière, dans un autre AS, etc. Soit je viens cocher cette option-là qui me dit que c'est pour EF, élément fini, dont le ferrillage AS est plus grand que 0. Ça veut dire qu'il va respecter la condition de l'acier minimal pour les zones où j'ai de la traction. Et donc pour ces zones-là, il ne va pas mettre un A qui est plus petit que du A minimal, mais par contre, dans les zones où j'ai de la compression, il pourra me mettre un AC qui est nul. D'accord? Et puis là, c'est pour le panneau entier, donc partout. Donc moi, personnellement, je vous conseille de ne rien mettre ici, mettre aucune. Pourquoi? Parce que par exemple, dans le système américain, on a ce qu'on appelle le basic mesh. Ça veut dire un treillis de base qu'on vient mettre partout dans les dalles, et qu'au cas où j'obtiens des zones où j'ai besoin de plus que ça, alors ils viennent ajouter des armatures. Et donc c'est un peu l'équivalent de dire que c'est le AS min si vous voulez, d'accord? Mais si je viens dire que voilà, j'ai besoin que donc le AS min soit respecté partout, c'est comme si peut-être au cas où j'obtiens un A requis qui est très petit dans une dalle de 5-8 cm², il va venir dire que partout j'ai besoin du AS min. Alors qu'en réalité, il se peut que j'obtienne des zones où j'ai pas besoin du tout d'armature, alors que d'autres un petit peu plus, alors que d'autres zones encore un petit peu plus, donc des zones qui sont variables, sauf que toutes les zones
avec Robot, il va me mettre une couleur qui est unie parce que j'ai dépassé, donc en fait, il respecte le Asmin, il ne veut pas quand même avoir des armatures qui sont plus petites, le A qui est plus petit que Asmin. Et donc, si on a vraiment des armatures qui sont très très petites, surtout dans le cas des dalles, on risque d'avoir un Asmin partout. Et moi, je vous conseille de ne pas faire ça, d'avoir les résultats qui sont quand même bruts en premier, pour voir les zones où vraiment on n'a pas besoin d'armature, pas du tout d'armature, et puis d'autres peut-être un petit peu plus. Même si pour les deux cas, on est toujours en dessous de Asmin, c'est pas grave. On pourra nous-mêmes, après avoir pris les valeurs brutes, gérer tout ça, parce qu'on connaît le code avec lequel on travaille. Par exemple, avec le ACI, on a besoin d'un ASMIN qui est égal à 0,18%, avec l'eurocode de 0,25%. Donc on sait comment gérer ces choses-là, mais je vous conseille toujours de ne pas considérer le ASMIN ici, et de regarder les résultats bruts pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe en termes de distribution des armatures sur votre dalle entièrement. Pas uniquement avoir des zones qui sont uniformes, sans savoir ce qui se passe au juste en termes de répartition des armatures dans ces zones-là. D'accord? Donc voilà, là il y a aussi des conditions à respecter pour l'acier minimal. Donc ça, je vous laisse garder tout ça sans mettre des justes. Mettez aucune, c'est mieux. Et après, lors du traitement de résultats, on pourra nous-mêmes gérer ces résultats et analyser un peu les résultats ou bien les zones où on a eu vraiment pas besoin d'armature, avec les zones où on a eu besoin peut-être d'armature mais qui est avec une armature un A qui est plus petit que Asmin, et d'autres où on a eu besoin des armatures avec un A qui est plus grand que Asmin. Voilà. Donc voilà, là je vais garder tout ça comme ça, et puis là on avait géré tout ça, on n'a pas mis on n'a pas coché ces deux options, on a mis le 2 ici. Pour les matériaux, on va garder le 500. On peut venir mettre ici, voilà, c'est le même matériau, on peut faire ça, c'est 30, 37. Voilà, c'est la même chose. Et puis, dans général, on va dire qu'on va suivre l'axe X, vu qu'on avait déjà parlé de ça. On avait dit que voilà, c'est le sens du ferraillage local de X de notre dalle. Et moi, je dis maintenant à Robot que je veux que le ferraillage X local de mon panneau soit en fait parallèle au X global de mon système. Et voilà, je vais nommer ça, nommons ça dalle BA, béton armé par exemple, et je vais cliquer sur ajouter. Je vais cliquer sur ajouter, et vous voyez maintenant que ici, vous avez dans la librairie notre propre librairie de ferraillage qui a été ajoutée et qui respecte tous les paramètres que je suis venu préciser ici. Évidemment, encore une fois, si j'ai un panneau qui est par exemple oblique et non pas comme un panneau dans notre cas qui respecte un peu la linéarité de notre paire, ce qu'on peut faire, on peut venir par exemple nommer ici dalle BA 25 degrés, mettez 25 degrés parce que imaginons que vous avez une inclinaison de votre dalle qui est comme ça. Et puis après, donc ça, on sait que c'est un 25 par exemple. Et puis après, sur Robot, vous venez et puis vous laissez les paramètres tels quels pour les autres boutons et vous venez au niveau de ce bouton-là et vous choisissez par exemple l'orientation selon 2 points comme ça et il va tout noter chez lui. Vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter et que voilà, si vous faites ça, vous allez avoir au niveau de la librairie qui est là, vous allez avoir aussi la dalle BA 25 qui va être ajoutée. Évidemment, on ne va pas le faire nous parce qu'on n'a pas ce cas-là. Pour le moment, nous, on va se contenter des dalles BA qui en fait respectent l'orientation suivant l'axe X pour ce moment-là. Pour ce modèle-là plutôt. Et puis le matériau comme indiqué ici, les paramètres ELS comme indiqué ici. N'oubliez pas que la fissuration et la flèche se font uniquement pour les combinaisons ELS et non pas ELU. Donc c'est uniquement les charges de service que l'Eurocode va considérer parce que c'est indiqué que c'est selon l'Eurocode qu'on va travailler. Et puis finalement le ferraillage, on avait mis des armatures qui sont relativement logiques pour calculer le bras de levier, pour qu'il puisse chercher les armatures requises selon la résistance interne de votre dalle. Et on avait dit de ne pas exagérer ici, ni quand même de mettre des armatures qui sont très petites parce que le bras de levier affecte et change beaucoup dans le cas des dalles qui sont assez minces. Donc voilà, donc je vais cliquer fermer ici parce qu'on a rien changé, donc je ne veux pas quand même affecter un changement ici, ajouter dalle BA25. Je vais cliquer fermer et voilà, je me retrouve ici avec ma librairie qui contient mon ferraillage à moi que je suis venu introduire, qui est en fait les dalles BA. Voilà.
Voilà, vu qu'on est maintenant prêt, donc on a quand même terminé de préciser notre libellé de ferraillage ici. Donc on va considérer dalle BA. On a quand même aussi précisé des épaisseurs voulues. Donc on a déjà précisé des dalles 25, dalles 30, mur 25, mur 30. On peut ajouter encore des épaisseurs de 20, donc, parce que ce sont quand même des épaisseurs assez communes, en cliquant sur le 3 points qui est là. Donc si vous cliquez là-dessus, voilà. Et puis je vais ajouter quand même ici, alors dalle de 20. Je vais mettre ici une épaisseur de 20. Je vais enlever le juste qui est là parce que c'est pas un radier. Donc c'est un C30-37 et puis tout est bon. Donc là je vais cliquer sur ajouter. Et je vais ajouter aussi un mur de 20 qu'on pourra aussi utiliser. Donc mur de 20. Et là je vais garder le tout pareil et je vais cliquer sur ajouter. Fermer, fermer. Et comme ça vous allez avoir ici donc une série d'épaisseurs qu'on pourra utiliser. Ok? Donc, ce que je vais commencer par faire, il y a encore, donc matériaux, c'est réglé, il y a encore juste le modèle en bas. Je vous conseille toujours de mettre le modèle sous coque. Toujours, ça veut dire en termes de shell en anglais. Ok? Ensuite, vu qu'on est prêt maintenant, on pourra quand même aller commencer par dessiner nos éléments, donc nos panneaux si vous voulez. Je vais mettre ici en 3D pour se rappeler un peu donc, de cette vue-là. Je vais tourner comme ça. Je vais commencer par dessiner mon contour ici. Rappelez-vous que pour dessiner un panneau, on s'était dit que le mieux c'est de quand même préciser les listes objets s'il y a un contour qui est quand même fermé. Ou bien sinon, on peut venir dessiner un contour grâce au bouton qui est là. Moi, je vais mettre ici dans la liste objets. Je vais choisir une dalle. Donc, c'est une dalle de 20. Et puis après, je vais mettre ici. Et je vais choisir. Donc, en sélectionnant la touche Shift, je vais sélectionner plusieurs éléments pour former mon contour fermé. Et voilà, j'ai terminé la première dalle. Je clique Ajouter. Il y a tout ce qu'il me faut en termes de ferraillage. Et voilà mon panneau qui se crée. Je recommence. Je vais garder une dalle de 20. Cette fois-ci, je vais prendre ce contour-là. Voilà. Voilà. Et je vais garder donc dalle de 20. Je vais cliquer Ajouter. Et voilà en fait ma dalle. Et puis finalement, je vais quand même changer pour l'épaisseur de ce panneau-là. Je vais mettre une dalle de 25. Et je vais garder dalle BA. Je vais venir ici. Je sélectionne mon contour. Voilà. Et je vais cliquer sur Ajouter. Et voilà en fait mes panneaux qui ont été créés pour mon étage. Donc ce qu'on peut faire maintenant, rappelez-vous, pour copier nos 3 panneaux, c'est d'utiliser donc l'outil qui est là, translation. Donc vous voyez ici, copie translation. Et puis je vais quand même sélectionner en premier mes 3 panneaux. Je vais venir ici, je vais mettre une copie, donc 3 copies, parce que je vais copier 1, 2, 3 fois. Et je vais revenir ici et je vais choisir donc n'importe quel vecteur allant d'un étage à un autre. Voilà. Et voilà en fait mes panneaux qui ont été dessinés. Et si je viens cliquer sur le bouton qui est ici, vous pouvez avoir en fait les panneaux qui disparaissent ou qui apparaissent. Et si je clique sur le bouton qui est là, vous allez avoir le descriptif de vos panneaux conformément aux caractéristiques que vous avez choisies ici. D'accord? Donc ça va quand même encombrer votre dessin. Je vais éteindre ce bouton qui est là. Si je viens et je clique sur le bouton droit et que je clique sur Attributs, donc nous on avait déjà vu dans cette fenêtre-là, donc principalement le menu barre, et puis on est allé voir en fait qu'on peut tout mettre sous forme de couleur. Si vous cliquez sur Désignation par couleur, vous avez aussi, donc si je viens et j'enlève le juste qui est là, et j'applique, vous allez avoir la couleur des poutres et des poteaux qui revient en bleu comme c'était avant. Si par exemple maintenant je reviens, donc je vais recliquer sur ça, et je vais quand même mettre les épaisseurs en considérant une légende par couleur. Je clique et j'applique. Vous allez avoir ici une légende, et vous voyez bien que les mauves ce sont des dalles de 20, alors que le jaune ou bien le vert clair ce sont des dalles de 25, ce qui est quand même pratique à visualiser et beaucoup plus facile à voir quand même les erreurs au cas où il y en a. D'accord? Donc voilà, je vais cliquer sur OK.
Et puis on va continuer quand même avec les autres panneaux. Bien, cette fois-ci, ce sont les refends. Je vais mettre ici deux refends, un qui est là et un qui est là. Et puis de l'autre côté aussi. Maintenant, je sais qu'en bas, on n'a pas un contour qui est fermé. Donc rappelez-vous comment on gère ces choses-là grâce au bouton qui est là. C'est le bouton Polyline. Donc si je clique là-dessus, moi j'ai besoin juste d'une ligne pour fermer mon contour. Je dessine ma ligne en bas. Et voilà la ligne qui se crée. Et puis après, je peux venir au niveau de la liste des objets, créer mon premier. N'oubliez pas qu'il faut appuyer sur la touche Shift. Voilà le premier. Je vais mettre en dalle BA. Je vais choisir cette fois-ci un mur, donc mur de 20, et je vais cliquer sur Ajouter. Pourquoi on n'est pas venu ici faire un contour dans genre celui-là, comme ça? Donc on aurait pu quand même venir sélectionner un contour comme ça. De cette manière-là, je vais avoir un refend qui va se créer du bas jusqu'en haut, ce qui est en fait la réalité. Donc pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que rappelez-vous qu'on doit utiliser après le module béton armé. Et normalement, pour un refend, on a intérêt à ne pas quand même avoir les choses dissociées parce que lui, dans le module béton armé, il va considérer que j'ai un refend de là jusque là. Alors qu'en réalité, moi j'ai un refend qui est appuyé quand même, il y a des appuis et donc j'ai intérêt à considérer un refend qui s'étend de là jusque là. Et un refend, en plus, il a un module spécial pour le ferraillage. Donc, le fait de venir mettre ici ferraillage, dalle BA, n'est pas quand même donc correct parce que nous, pour le ferraillage des refends, on ne considère pas les qualités ou bien les conditions appliquées ici. Ces conditions-là, ce sont des conditions principalement pour les dalles, parce qu'il y a une fissuration, il y a une flèche principalement qui n'existe pas pour les refends. Et d'ailleurs, le ferraillage pour les refends, rappelez-vous, c'est un ferrage qui est particulier. Ça veut dire que vous avez aux extrémités des refends, des zones qu'on dit des poteaux fictifs et qui travaillent pour reprendre les moments et les efforts normaux, alors qu'au centre, on a une zone qui travaille pour reprendre les efforts tranchants. Donc tout ça, c'est principalement fait pour le ferraillage des dalles, d'accord? Donc c'est faux de venir mettre ici, c'est pas cohérent quand même, de venir mettre ici que c'est un ferraillage dalle BA. Je vous conseille de venir mettre, donc pour le panneau que vous dessinez en tant que refend, je vous conseille de venir mettre donc ici inactive, c'est mieux. Donc on peut venir ici tout simplement donc effacer ce panneau et puis après je peux venir donc redessiner rapidement la ligne qui s'étend de là à là et après je viens mettre ici la liste objet en considérant que j'ai un ferraillage qui est inactif et je sélectionne ici la liste objet en considérant que j'ai un poteau là, une poutre là plutôt et puis la ligne en bas. Et n'oubliez pas que c'est toujours mieux de venir considérer juste un panneau et non pas tout le panneau parce qu'après c'est mieux de considérer pour le module béton armé le refend comme étant juste un panneau et non pas tout le panneau parce que c'est comme pour le poteau en fait, c'est pas un poteau qui fait disons 24 mètres, c'est un poteau qui fait juste la hauteur de l'étage. C'est ce qui va changer en termes de béton armé. D'accord? Donc, au niveau du module béton armé. Mais rappelez-vous qu'en termes de calcul, RDM, c'est la même chose. Tout est connecté. Les dalles, les poteaux, les poutres sont connectés les uns avec les autres. D'accord? Donc, je vais mettre ici toujours le mur. Voilà, en fait, mon mur qui a été créé. Je vais faire aussi un autre de l'autre côté. Donc, je vais mettre une ligne aussi de ce côté-là. Et puis, je vais venir mettre ici, pareil, je sélectionne toujours un mur de 20, ferraillage inactif. Je sélectionne ma poutre, mon poteau, ma ligne et mon poteau. Je vais cliquer sur ajouter et voilà mon mur. Et puis évidemment, on doit copier tout ça jusqu'en haut. Donc vous sélectionnez les deux. Toujours c'est mieux de faire ça encore une fois. Et puis vous venez ici et vous cliquez donc le nombre de fois. Je vais besoin de 3 fois. Et je choisis en fait mon vecteur comme on a fait avant. De là jusque là. Et voilà en fait mes refends qui ont été copiés. Ensuite, ce qu'on va faire encore, c'est créer un refend de ce côté-là. Un mur de ce côté-là. Pareil, je vais venir créer ici une ligne. Donc voilà, la ligne qui s'étend de là à là. Et puis après, je vais venir créer donc mon panneau. Si je viens ici, je clique sur inactif, je vais choisir un mur de 25. Vous voyez que ça change pas.
Je peux garder le même ferraillage pour toutes sortes d'épaisseurs que j'ai. Je me mets en termes de liste d'objets et je viens sélectionner les 4 côtés qui forment un contour formé, un contour fermé. J'ajoute. Voilà mon panneau. Vous voyez qu'il a une autre couleur et voilà en fait la liste de mes murs et de mes dalles. Je peux venir le copier, donc je clique là-dessus et puis après je viens ici et puis je vais mettre 3 et là je choisis le vecteur comme on a fait avant. C'est ce vecteur là. Voilà. Et voilà mon refend qui a été copié. Et ce qui est encore très important, c'est pas uniquement la visualisation par légende ici. Ce qui est encore plus important, c'est de voir un peu les caractéristiques. Je sais que c'est quand même trop, c'est trop encombrant de quand même pouvoir regarder les choses comme ça. Donc je vous conseille, rappelez-vous, donc je vais aller éteindre ce bouton-là. Je peux venir sélectionner quelques panneaux. Donc je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Celui-là. Et puis je vais fermer ça ici. Je vais aller me mettre en mode isolé. Je clique là-dessus, sur ce bouton-là. Voilà en fait mes panneaux qui ont été isolés. Et puis là, si je viens mettre maintenant, je clique sur le bouton qui est là, qui va me permettre de voir les caractéristiques. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous voyez bien que vous avez ici donc le numéro du panneau. Ensuite, vous avez la dalle. Est-ce que c'est une dalle 20? C'est une dalle 25? C'est un mur 20, etc. Vous voyez ensuite, si je reviens ici, vous avez les caractéristiques l'une après l'autre. Donc, vous avez, en premier, c'est l'épaisseur. C'est quoi? C'est une dalle de mur 25, mur 20, dalle 20, dalle 25, etc. Et ensuite, vous avez, si vous avez un ferraillage qui est actif, vous avez le nom du ferraillage. Donc, la librairie, dans ce cas-là, c'est dalle béton armé. Dalle béton armé. Alors que pour le mur, on s'était dit qu'on va pas mettre de ferraillage parce qu'il y a un module très spécial pour les refends et le fait de venir mettre ici une librairie de ferraillage ne marche pas pour les murs parce que c'est vraiment autre chose. On n'a pas la même chose, c'est un mur qui est membranaire et que principalement on n'a pas de flèche. Il y a un module spécial, rappelez-vous, dans le dimensionnement ici, dimensionnement béton armé et puis ailleurs ici lorsque je viens cliquer sur fichier nouveau. Vous avez ici ce module-là qui traite particulièrement tout ce qui est calcul refend à côté du calcul des fondations, des poutres et des poteaux. D'accord? Donc, je suis venu mettre ici inactif. Donc, vous voyez que là, au niveau des murs, je n'ai pas de ferraillage. Et puis finalement, le dernier paramètre que vous voyez ici, c'est le modèle. Donc, c'est coque. Donc, coque, coque, coque. Partout, il y a le paramètre coque. Donc, vous voyez, là, je suis venu quand même, j'ai pu quand même isoler quelques éléments, ce qui est vraiment très pratique, pouvoir aller voir la description de cet élément que j'ai isolé. J'ai en fait tout ce qu'il me faut en termes de caractéristiques pour que je puisse voir ce qui se passe, quelles sont les caractéristiques de mon panneau. Et en plus, j'ai aussi ici la légende qui va m'aider à savoir exactement que voilà, ça c'est un mur ou bien un panneau qui a une couleur qui est différente et par conséquent les épaisseurs sont différentes. Rappelez-vous que nous dans la fenêtre attribut on est venu mettre des couleurs donc plutôt en fonction des épaisseurs, d'accord? Et rappelez-vous que là je suis dans une vue, ça ne veut pas dire que j'ai perdu le modèle entier. Le modèle entier il est au niveau de la vue ici. Et je peux aller voir quand même, si j'ai envie de le faire, toutes les descriptions, mais ça va être un peu encombrant. Je peux faire un petit zoom, et comme ça, les choses deviennent moins encombrantes, si jamais j'ai besoin de voir en détail ce qui se passe au niveau de certains panneaux que je suis venu modéliser. Donc voilà pour cette leçon. On est venu quand même modéliser tous les panneaux en changeant un peu les épaisseurs, en changeant le ferraillage. Pour certains, pour les murs, on a mis un ferraillage inactif. Et puis pour les dalles, on a mis le ferraillage qu'on est venu nous-mêmes créer, tout en gardant le modèle en termes de coque pour toutes sortes de modélisation concernant les panneaux. Et puis, lorsqu'on n'a pas un panneau ou bien un contour qui est fermé, on est venu mettre une ligne grâce à ce bouton qui est là. Et une dernière chose, pour les refends, je vous conseille toujours de dessiner les refends étape par étape, donc panneau par panneau, et non pas un seul panneau entier, parce qu'on aura besoin, au niveau du module béton armé, de modéliser uniquement un seul panneau, et de ne pas prendre un panneau qui s'étend du bas vers le haut. N'empêche aussi qu'il y a aussi le chargement qui pourra changer, etc. Donc voilà pour cette leçon.